Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Nous sommes en direct sur Frika TV, l'Afrique vue sous un autre prisme, celui de son émergence. Il y a de cela quelques jours, nous évoquions sur ce plateau la montée en puissance de la Chine avec Huawei Technologies qui annonce pour bientôt l'arrivée sur le juteux marché des réseaux de télécommunications de pointe de la 5G. Un réseau qui offre plus de possibilités technologiques et plus d'innovations extraordinaires. Un réseau qui permettra l'ultra-connectivité entre les individus. À peine annoncé que déjà les États-Unis et leurs alliés sont plus que jamais debout pour barrer cette percée de la Chine et faire échec à son expansion technologique. Sur ce plateau et avec nos invités et experts, il est question de voir comment les Africains, des particuliers qui peuvent monter des entreprises aussi puissantes que Huawei Technologies, pour être économiquement forts et dominer dans le monde. Il s'agit donc de M. Edmond Kuaté qui est à ma gauche, qui est économiste. Bonjour M. Edmond et bienvenue sur le plateau d'Economy First. Bonjour Suzanne, et bonjour à vos nombreux téléspectateurs et bonjour à mon copanéliste. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de répondre par l'affirmative à vos invitations. Merci. J'ai également le plaisir de vous présenter M. Christopher Omba qui fait dans le digital. Il est Digital Transformation Manager chez Cruzy Technologies. Bonjour M. Bonjour Christopher Suzanne, Omba. bonjour chers téléspectateurs. Et ce sera une très belle rencontre, comme une fois de plus. Une fois de plus, bienvenue à tous les deux. Alors, ma première question se dirige vers vous, M. Edmond Kuaté. Il faut dire que l'Afrique et les Africains dorment en réalité. Est-il temps que tout le monde se réveille? Écoutez, pas de l'Afrique, pas toute l'Afrique dort. Non, moi je pense qu'il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, le laxisme et l'incurie, n'est-ce pas, qui caractérisent certains gouvernements ou certains leaders africains avec, n'est-ce pas, le dynamisme et la vitalité qui se dégagent au sein de la population africaine. Non, dire que l'Afrique dort, ce serait un peu caricatural, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai toujours dit, il faut opérer ce distinguo entre certains pays de l'Afrique qui, de manière naïve ou, n'est-ce pas, voulue ou entretenue, sommeillent un peu, n'est-ce pas, versent dans cette incurie que je déplorais, et ces Africains qui tous les jours explorent, n'est-ce pas, de nouvelles opportunités, qui se posent la question comment faire pour sortir du marasme dans lequel nous sommes. Alors moi je disais, je n'aime pas parler de l'Afrique comme un bloc compact dans lequel tout le monde se trouve. Il y a en Afrique des personnes qui font des choses bien, il y a en Afrique des pays qui se démarquent par leur dynamisme, par leur vision, par, n'est-ce pas, les valeurs qu'ils incarnent et qui, n'est-ce pas, font la fierté de l'Afrique aussi. Je cite toujours très bien ces cas que je connais en Afrique de l'Est, le cas de l'Éthiopie, le cas du Kenya, qui sont très avancés en matière, n'est-ce pas, même des nouvelles technologies, qui aujourd'hui fait l'essentiel, la substance de nos échanges. Il y a également l'Afrique du Sud, qui est également, ne l'oubliez pas, l'Afrique du Nord, c'est-à-dire qu'avec, si vous voulez, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, qui sont très avancés, qui ne dorment pas. Donc il faut savoir que par contre, il y a... malheureusement, en Afrique, oui, il y a beaucoup de pays en Afrique qui, du fait du manque de vision de leurs leaders, du fait d'un manque de dynamisme ou alors du fait d'un manque d'une absence de changement de paradigme au sommet de l'État, fait en sorte qu'on sombre un peu, on a l'impression que ça ne bouge pas et c'est pas seulement une impression, effectivement ça ne bouge pas, ça ne décolle pas. Donc c'est cela, il faut savoir que dans plusieurs pays africains, on a des logiciels qui sont obsolètes, qui sont surannés, c'est dépassé. Lorsque vous avez dans certains pays des gens qui ont fait 30 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir, évidemment, la vision ne peut plus être adaptée à la nouvelle donne. Évidemment qu'il y a des choses qu'il faut faire, il y a des paradigmes qu'il faut changer, il y a tout un logiciel qu'il faut changer parce que ne l'oublions jamais, quel que soit le dynamisme, la capacité même des hommes, quelle que soit la force, la vitalité qui caractérise les êtres humains, s'il n'y a pas au sommet de l'État, n'est-ce pas, une vision, n'est-ce pas, un objectif prédéfini vers lequel on mène le pays, il faut savoir que les efforts pris individuellement vont, n'est-ce pas, être réduits
en néant. C'est pourquoi nous demandons de tous nos voeux qu'à tous les niveaux, que les leaders des différents pays africains définissent des objectifs, donnent des orientations et créent des environnements favorables qui vont permettre, n'est-ce pas, que la conjugaison des efforts pris individuellement, collectivement et de manière communautaire puisse nous permettre à aller vers l'atteinte de ces objectifs-là. Merci. Et l'on se rend bien compte que Huawei Technologies est une entreprise privée chinoise, mais soutenue par le Parti communiste. Pourquoi les Africains ne se mettent-ils pas ensemble pour pouvoir créer une entreprise pareille? Et quand vous prenez le cas de Huawei de la Chine, vous comprenez donc que ça répond à ce que je disais, c'est-à-dire que c'est le gouvernement chinois qui a défini un modèle de développement. Comme vous l'avez dit, Huawei n'est pas le seul dans ce cas. Presque toutes les grandes entreprises chinoises que vous allez voir, y compris celles qui font les routes, qui réalisent des grandes infrastructures ici chez nous, les barrages et autres, c'est d'abord des entreprises privées, mais qui sont soutenues par le gouvernement chinois. Et donc, ça répond à un modèle de développement. C'est-à-dire que le gouvernement chinois prend ces entités comme des excroissances de l'État, mais sans être des parties intégrantes de l'État. Donc, ce sont des excroissances de l'État. Ça veut dire que au lieu de se mêler directement, le gouvernement chinois préfère, n'est-ce pas, les contrôler à distance en mettant à leur disposition tout ce qu'il faut pour leur essor. C'est de ça dont il est question. C'est un modèle de développement choisi. Ailleurs, les gens préfèrent carrément détacher tout cela de l'État, mais plutôt favoriser, comme aux États-Unis par exemple, les grands groupes comme General Motors, General Electric. C'est des entreprises privées, l'État n'a rien à y voir, mais par contre, l'État n'acceptera jamais que ces entreprises chutent. L'État fait tout pour que ces entreprises soient plus fortes. Elle lutte pour que ces entreprises aient des parts de marché à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous avez vu par exemple dernièrement le temps que Donald Trump a pris pour accepter, n'est-ce pas, que Boeing avait un problème après le crash qu'ils ont eu, je crois que c'était avec Ethiopian Airlines, pendant que tous les pays décidaient, n'est-ce pas, de mettre en stand-by les avions de Boeing. Donald Trump a dû prendre beaucoup de temps. Il a d'abord commencé par défendre Boeing, c'est ça le rôle de l'État. Donc il supporte son entreprise. Ce n'est que lorsque ça a commencé à être vraiment brûlant qu'on a commencé à démontrer qu'il y avait des défaillances au niveau d'un système, n'est-ce pas, de fonctionnement de cet appareil-là, qu'il a dû se remettre à l'évidence et demander à Boeing, n'est-ce pas, de faire le nécessaire. Donc c'est pour vous dire combien chaque pays a son modèle de développement, mais ça obéit à une philosophie qui est prédéfinie, ça obéit à un modèle qui est défini et c'est défini pour atteindre des objectifs qui sont ceux fixés par l'État. C'est pour ça qu'on dit que la vision globale est définie par l'État. Mais très souvent, chez nous, ce n'est pas le cas. On a comme une impression qu'on ne sait pas où on va, on fait de la navigation à vue. Si vous demandez, par exemple, à l'État camerounais, qui est mon pays, quel est le chemin directeur, n'est-ce pas, pour l'émergence des entreprises ou alors des grands groupes de l'industrie camerounaise, je ne crois pas qu'on va vous dire en dehors de la littérature qu'on va vous faire. Certes, on va vous donner des textes, mais en réalité, ce n'est pas des choses qui sont de manière pratique suivie. L'implémentation n'est pas suivie, il n'y a pas un monitoring pour se rendre compte qu'effectivement, ce qui a été décidé, c'est ce qui a atteint. Donc, c'est le problème que nous avons chez nous, manque de vision au sommet de l'État, manque, n'est-ce pas, d'un environnement favorable à l'émergence et à l'éclosion de certaines industries. Ce n'est pas qu'il n'y a pas les moyens, ce n'est pas qu'il n'y a pas les talents, ce n'est pas qu'il n'y a pas de la ressource humaine pour, au contraire, il y a beaucoup de ressources humaines chez nous, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de potentiel en termes, n'est-ce pas, de ressources qui puissent favoriser l'éclosion, l'émergence des grandes entreprises. Il y en a, mais seulement, comme je dis, il y a un certain nombre d'adjuvants qui ne sont pas conjugués pour pouvoir permettre l'éclosion de cela, parmi lesquels j'ai cité le manque de vision au sommet de l'État, le manque, n'est-ce pas, des moyens, d'un environnement favorable, n'est-ce pas, à l'émergence de ces entreprises-là, d'un type de ces modèles-là. Merci, Monsieur Edmond Kuaté. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Christopher Rumba. En 2050, l'Afrique aura une population de près de 2,5 milliards. Si 100 millions seulement décident chaque mois de ne pas boire de bière et d'épargner les 500 francs, cela ferait une manne de 50 milliards de francs CFA. Et si nous sommes 200 millions, cela ferait 1000 milliards. Et que ne pouvons-nous pas réaliser avec cet argent? Quelle belle question.
car il faut reconnaître que quand on regarde l'avancée qu'a connu le crowdfunding ou les nouveaux mécanismes de financement dans d'autres pays, on en vient à se poser la question de savoir si les gens ouvrent suffisamment leurs esprits sur ces nouvelles possibilités. Aujourd'hui, le système financier, s'il ne faut parler que celui-là, n'arrive pas à être en adéquation avec les besoins de l'économie réelle. La conséquence, on a des banques qui sont surliquides, on a des acteurs et des forces économiques qui ne sont pas soutenues. Donc, mais il faut prendre du recul. Pour pouvoir impulser une telle culture, il faudrait que certaines fondations aient été définies. Les gens d'aujourd'hui en Afrique, les ménages par exemple, beaucoup de ménages sont sous-bancarisés, n'ont plus confiance aux institutions financières. Les institutions financières ne veulent pas prendre des risques, on ne peut pas leur donner tort. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est réinventer l'écosystème financier dans lequel on évolue aujourd'hui avec des outils, avec la réorganisation de la data, que ce soit la data sociale, la data économique ou la data politique, la data du cadre institutionnel. La gouvernance, la e-gouvernance est un outil qui malheureusement n'est pas utilisé de manière adéquate pour répondre aux problèmes de développement. Donc c'est une interrogation qui ouvre et en trouve beaucoup de portes, mais aussi beaucoup d'espoir. Parce que si vous aviez, pour ne citer que le cas du Cameroun, une réorganisation et une harmonisation entre différentes entités gouvernementales derrière des outils qui sont soit mis sur pied par des nationaux, soit mis sur pied par des entreprises externes, mais avec des processus de contrôle interne fermes qui permettent de mitiger un maximum de risques. Vous pourriez avoir ce genre de modèle, comme le crowdfunding, comme l'assurance, basé sur des données fiables et faciles à suivre en temps réel. Ça ferait qu'au lieu d'avoir des difficultés pour financer des projets, on verrait une femme qui opère une vendeuse de tomates. Je dis ça pour dire à quel point ça pourrait impacter sur la vie des ménages, se retrouver sur la base de ces transactions journalières à avoir accès à un certain niveau de financement pour répondre à des besoins qui n'auraient pas été comblés par un système financier traditionnel. Il y a cette mauvaise appropriation des technologies innovantes, cette absence de prise de conscience de leur potentiel qui vient limiter les opportunités, malheureusement. À titre de rappel, chers téléspectateurs, vous êtes sur Frika TV et l'émission c'est Economy First, que les banques qui ont des projets réalisables, Bancap, nous contactent. Nous sommes disposés à les accompagner. Il suffit juste de composer les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Toujours avec vous, Monsieur Christopher Romba, quels sont les secteurs d'activité porteurs où les Africains ont plus de chances d'investir et être leaders mondiaux? Pour répondre à cette question, je vais prendre deux axes. Le premier axe, c'est le privé. Le deuxième axe, c'est le niveau institutionnel, le gouvernement. Au niveau national, la contrainte la plus urgente pour les pays africains, c'est d'optimiser leur politique énergétique. Le swap énergétique n'est pas une si grosse contrainte pour la simple et bonne raison que l'Afrique a toutes les ressources naturelles. Elle a le gaz, elle a l'éolienne, elle a le pétrole, sur lequel je ne vais pas m'accentuer, elle a la biomasse. Il y a un petit détail sur lequel on revient souvent avec la biomasse, que les gens ne maîtrisent pas, c'est que parfois, lorsqu'une forêt est étouffée, elle se retrouve prise au piège sous le fait de trop d'arbres et l'air ne circule plus favorablement et on peut optimiser la forêt en se débarrassant, en essayant de gérer les ressources de biomasse, en l'équilibrant, en aérant parfois, et on ne le fait pas toujours comme il se doit, alors qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire à ce niveau-là. Donc je mettrai le focus toujours sur l'énergie, parce que le potentiel énergétique de l'Afrique
est le plus imposant au niveau international. Il est inadmissible aujourd'hui que l'on soit toujours en train d'importer un certain type de ressources quand on a toute la marge de manœuvre qu'il nous faut pour pouvoir y répondre. Donc, je parle des ressources pétrolières pour les pays qui importent. Est-ce qu'ils n'ont pas exploré l'éventualité de mettre en place une économie circulaire qui permettrait à ce qu'on crée du gaz, même avec des déchets? Ce genre de choses-là est totalement à la portée de tous. À côté de cela, je vais aussi mettre l'accent sur le textile, par exemple. Il y a tellement de choses à faire que s'il fallait ne citer que des secteurs, je vais aussi revenir sur l'industrie, qui est faiblement organisée, faiblement déployée. Il y a encore quoi? Il y a tellement de choses, on s'y perd. Mais je vais mettre l'accent sur l'énergie. Je vais revenir sur l'énergie toujours parce que c'est la base sur laquelle il faut asseoir la pérennité de toutes ces visions qui ont été entreprises au cours des dernières décennies. Bien, merci, M. Christopher. Et vous, M. Edmond, quel secteur proposez-vous aux Africains? Écoutez, poser cette question, c'est donner l'impression qu'on n'a pas suffisamment compris ce que c'est que l'Afrique. Si l'Afrique décidait d'investir, évidemment que l'Afrique serait première dans tous les secteurs. Pourquoi? Parce que je dois vous rappeler que 70% des ressources naturelles utilisées dans le monde viennent de l'Afrique. Ça veut dire que si l'Afrique aujourd'hui décide s'investir pour transformer sur place, n'est-ce pas, ses propres ressources, ne serait-ce qu'à 40%, ça veut dire qu'il serait leader en tout. Les gens viendraient chercher chez nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Aujourd'hui, lorsque vous parlez de la nouvelle technologie, par exemple dans le cas de Huawei, qui est le cas de Huawei, mais la matière fondamentale, tout le monde le sait, le coltan, ça vient de l'Afrique. Ça veut dire que si aujourd'hui les Africains devraient décider par exemple d'investir dans la nouvelle technologie, ça leur coûterait moins cher par exemple d'avoir du coltan, parce que c'est chez eux. Ils utilisent ça chez eux. Ils prendraient ce coltan qu'ils transformeraient et qu'ils accéléreraient dans la nouvelle technologie. Pour ne citer que par exemple ce cas. Je vais encore citer par exemple le cas du nucléaire. Tout le monde sait que en dehors, n'est-ce pas, de l'Australie, je ne sais pas, de l'Australie ou une partie du Canada qui fournit encore un peu d'uranium, mais plus beaucoup. La grosse masse d'uranium utilisée dans le monde pour l'énergie nucléaire, que ce soit civile ou militaire, ça vient de l'Afrique. Le plus grand gisement jamais obtenu, ça a d'abord été le Niger, mais aujourd'hui c'est le Nord Mali. Et vous avez vite fait ce que les Français, dès qu'on a découvert ce grand gisement d'uranium, vous avez vu que la France a tout fait de créer une guerre là-bas et partitionner le Mali. Aujourd'hui, ils contrôlent cette partie. Donc c'est pour vous dire que les Africains, s'ils décidaient d'être sérieux et d'investir sérieusement, n'est-ce pas, il serait les leaders en tout. Il vous a parlé de l'énergie. Est-ce que vous savez que dans un pays, dans plusieurs pays africains, l'énergie domestique n'est pas encore maîtrisée? Quand je parle de plusieurs pays africains, même le Cameroun, vous savez très bien, comme moi, que chaque jour, par semaine, on a au moins 3 à 4 coupures d'électricité. Ça veut dire que l'énergie domestique n'est pas maîtrisée. L'énergie domestique. Lorsque vous n'avez pas maîtrisé l'énergie domestique, comment est-ce que vous allez maîtriser l'énergie industrielle? C'est-à-dire que ça, c'est la forte consommation. Alors, ça veut dire que si on décidait aujourd'hui d'installer une autre industrie de la taille d'Alucam, par exemple au Cameroun, plus personne ne pourrait allumer une lampe parce qu'Alucam, à elle seule comme société, consomme plus de la moitié d'énergie produite au Cameroun. Ça veut dire que si on installe un deuxième Alucam au Cameroun, écoute, plus personne ne pourra allumer une lampe chez lui, plus personne ne pourra faire tourner un ventilateur chez lui. C'est de ça dont il est question. Donc il est prioritaire, n'est-ce pas, si nous voulons relever le défi industriel, et parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, notre économie est axée sur le secteur primaire, qui est le secteur d'exploitation du bois, des minéraux, tout ça. Et pour quelle fin? Pour des fins d'exportation. Alors qu'aujourd'hui, nous devons, pour pouvoir, n'est-ce pas, emboîter dans le secteur secondaire qui est le secteur de transformation, nous devons d'abord et prioritairement relever pouvoir résoudre l'épineuse question de l'énergie. C'est important parce que c'est le socle de l'industrialisation. Vous ne pouvez pas faire d'industrie si vous n'avez pas d'énergie. Et nous avons le potentiel,
si vous voulez, les potentiels multiples pour pouvoir avoir de l'énergie. Je vous l'ai dit, l'uranium vient de chez nous. Ça veut dire que si on décide d'installer chez nous, n'est-ce pas, d'utiliser l'énergie, du nucléaire civil chez nous, on n'ira pas importer de l'uranium. On peut le trouver au Cameroun, on peut le trouver en Centrafrique, on peut le trouver au Tchad, on peut le trouver au Niger, on peut le trouver au Mali. On a de l'uranium sur place. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'une centrale nucléaire civile à des fins de production d'énergie chez nous? Pourquoi? On peut harmoniser nos politiques énergétiques avec Centrafrique, Tchad, Cameroun pour pouvoir avoir au moins une centrale nucléaire et produire 12 000 MW d'énergie, diviser que chacun ait au moins 4 000 MW. On peut le faire en supposant que la matière première vient du Cameroun, n'est-ce pas, du Niger, du Tchad et de la Centrafrique. On peut le faire. Pourquoi on ne le fait pas? On a en termes de potentiel hydraulique les plus grands potentiels que le monde ait jamais connus. On a par exemple le fleuve, le Lubangi. On a le Congo. Si on décide d'installer des barrages seulement à ce niveau, on peut fournir toute l'Afrique en énergie. Donc voilà autant de choses. Sur le plan, par exemple, si on décide de faire dans le solaire, vous connaissez dans le nord du Cameroun, vous savez que c'est là où on enregistre le plus grand taux, n'est-ce pas, le plus grand taux calorifique, n'est-ce pas, chez nous, on atteint parfois des 50 degrés au nord. Et si on prolonge comme ça jusqu'au Tchad, ça va plus loin. Ça veut dire que si on décide d'accumuler, n'est-ce pas, de l'énergie solaire de ce côté-là, on peut le faire. L'énergie éolienne, on peut le faire. L'énergie par de la biomasse, on a des forêts qui nous permettent de dégager suffisamment de la biomasse pour pouvoir produire de l'énergie. Pourquoi on ne le fait pas? Si vous parlez du gaz, le Cameroun est assis sur du gaz. Toute l'Afrique est assise sur du gaz. Pourquoi on ne peut pas le faire? On peut produire de l'énergie à partir du gaz. Donc c'est pour vous dire que on a, sur le plan naturel, on a tout ce qu'il faut en termes de ressources, en termes de potentiel naturel pour pouvoir produire suffisamment d'énergie et asseoir maintenant un tissu industriel conséquent et transformer nos matières premières. Mais on ne le fait pas, c'est là le problème. Donc, ça revient donc à ce que j'étais en train de vous dire, que c'est une question de vision au sommet de l'État. Il faut qu'on ait une vision. Et quand on a de la vision, maintenant, on définit les moyens qui doivent maintenant accompagner notre vision. Et quand on définit les moyens, on définit la politique qui va avec. Et quand on a défini la politique qui va avec, les hommes se mettent maintenant en musique pour pouvoir faire atteindre leurs objectifs. C'est de ça dont il est question. Donc, quel que soit le secteur que vous prenez en Afrique, si l'Afrique est sérieuse là-dedans, vous allez vous rendre compte que l'Afrique va devenir leader. Parce que je l'ai dit, 70% des ressources naturelles, des ressources consommées dans le monde viennent de l'Afrique. Donc, il est inadmissible que l'Afrique soit derrière. Mais je dois vous dire, il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles nous ne décollons pas, c'est l'interférence des puissances occidentales dans nos affaires internes. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une politique géostratégique qui est implémentée pour faire de nous une masse de consommation. Parce qu'il faut très bien savoir que si aujourd'hui l'Afrique décidait de transformer ses matières, ses ressources naturelles et donc d'ajouter de la valeur, non seulement on serait indépendant et donc on n'importerait plus le superflu, n'est-ce pas, des industries occidentales, ça veut dire que eux aussi, ils vont perdre des parts de marché parce que nous sommes les consommateurs et donc nous sommes un marché important pour eux. Ils vont les perdre. En plus, si nous décidons de transformer sur place, eux ne seront plus ravitaillés en matière première, qui est le rôle que l'Afrique joue aujourd'hui. Donc vous comprenez que l'Afrique aujourd'hui joue deux rôles uniquement. D'une part, l'Afrique c'est un grenier, si vous voulez, pour, n'est-ce pas, fournir des ressources naturelles, de la matière première aux industries occidentales. Et une fois que c'est transformé, l'Afrique devient maintenant une masse de consommation pour importer. C'est pour ça qu'au Cameroun aujourd'hui, on consomme par exemple, on importe 80% de nos produits, n'est-ce pas, de consommation. Quand je parle de ça, je parle de tous les secteurs, c'est-à-dire là, parle du textile. Nous, on produit le coton, mais on importe les habits. Nous, on produit le cacao, mais on importe le chocolat. On a des cheptels, n'est-ce pas, des grands cheptels énormes ici, mais on importe le lait, on importe le fromage, on importe tout. Alors finalement, vous allez vous rendre compte que nous vendons beaucoup, ou alors nous vendons à vil prix et on importe à prix très cher. Je vous fais un tout petit calcul pour que vous compreniez très bien de quoi je parle. Le kilogramme de cacao coûte 700 francs, je crois, le kilogramme de cacao. Mais vous allez vous rendre compte que vous allez acheter 70 grammes de chocolat
à 1500 francs. 70 grammes, moins de 100 grammes de chocolat à 1500 francs. Vous vous rendez compte? Après avoir vendu 1 kg de cacao brut à 700 francs, vous achetez 70 grammes, 100 grammes de chocolat à 1500 francs. Pourquoi? Parce que ça va s'appeler Kinder, on va lui donner tous les noms, tout simplement parce que les gens ont grillé ça, ils ont tourné, ils ont mis quelques trucs et puis terminé. Vous réimportez le même cacao à près de 20 000 francs le kilogramme. Près de 20 000 francs. Comprenez la valeur ajoutée qu'on aurait pu avoir en transformant notre cacao sur place. Ce serait une valeur ajoutée convertie en termes d'emploi, en termes de création de richesse, en termes de création d'entreprise et donc de richesse, et donc en termes de taux de croissance, ce serait merveilleux, et même en termes de contrôle de l'inflation sur le marché. Donc voilà autant de choses pour vous faire comprendre que l'Afrique a intérêt aujourd'hui à réfléchir, à penser son économie, n'est-ce pas, indépendamment des contraintes qu'on fait peser sur l'Afrique venant de l'extérieur. Et revenons sur la consommation de la bière. Comment agir efficacement quand on sait que des Africains dépensent beaucoup au quotidien pour s'empiffrer d'alcool? L'alcool, autant que d'autres produits, ça fait partie d'un système, ce que j'appelle le système d'abrutissement. Mais écoutez, on ne peut pas être dans un pays, et très souvent, j'ai souvent entendu les gens, c'est une incongruité, effectivement que ça participe de la naïveté en matière des données économiques. J'ai souvent entendu les gens dire, les bars sont pleins et donc il y a beaucoup d'argent au Cameroun. Non, la consommation n'est pas un indicateur de richesse, au contraire. La consommation est un indicateur, c'est un indice de pauvreté. C'est-à-dire que lorsqu'on consomme beaucoup, ça veut dire qu'on produit moins. Parce que dans des pays où on produit beaucoup, on n'a même pas le temps de s'asseoir au bar pour consommer exagérément. Donc, c'est pour vous dire quoi? Lorsque les choses, des données comme l'alcool ne sont pas contrôlées dans un pays, ça veut dire qu'il y a la mise en place, n'est-ce pas, d'un système d'abrutissement voulu et entretenu. Comprenez un peu, vous allez vous rendre compte que on contrôle les masses par un certain nombre de choses. Lorsqu'on veut endormir les masses, lorsqu'on veut rendre les masses dociles, on favorise la consommation des choses comme l'alcool. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que vous avez un bar à chaque coin de la rue. C'est-à-dire qu'à moins de 10 mètres, vous avez un bar, vous avez une vente emportée, vous avez un snack, vous avez tout cela, et puis ça ne gêne personne. C'est bon comme ça tant que on veut, n'est-ce pas, encapsuler les esprits, tant qu'on veut les embrigader, tant qu'on veut les rendre dociles, tant qu'on veut les rendre moins tranchants. Parce que, à contrario, des esprits éveillés, ce sont des esprits qui posent des questions, qui s'interrogent, qui se demandent pourquoi ça ne marche pas. Alors, lorsqu'on réussit à maintenir les gens dans un système aussi, dans un système, n'est-ce pas, de précarité, dans un système aussi bizarre que le nôtre, il faut des substances pour pouvoir les endormir et les empêcher, n'est-ce pas, de s'interroger. Et donc, il y a l'alcool. C'est pour ça que vous allez voir que chez nous, il y a une consommation exagérée d'alcool. Et vous avez bien fait de le dire. Et les gens ne se rendent pas compte que si eux-mêmes, en dehors même du grand concept du crowdfunding, si eux-mêmes mettaient 700 francs, 1000 francs de côté tous les jours, ils seraient surpris de ce qu'ils réalisent chaque année en termes de, n'est-ce pas, d'épargne. Ils seraient surpris. Mais c'est facile de s'asseoir chaque soir, dépenser 2000 francs, boire 2 bières avec un ami. Aujourd'hui, je crois la bière coûte même déjà 800 francs chez nous. Et donc, 2000 francs, ça vous fait 2 bières uniquement aujourd'hui. Donc, vous asseyez chaque soir, vous dépensez 2000 francs. Mais si vous ne vous rendez pas compte que si vous êtes au bar avec 4 amis et que vous décidez vous-même indépendamment, vous vous dites bon, les 2000 ou alors je dépense 2000 tous les soirs, vous aussi vous dépensez 2000, nous sommes 4, ça fait 8. Si nous décidons de mettre les 8000 seulement par semaine, c'est-à-dire toutes les semaines, on décide qu'on oublie ça, on jette les 8000 chaque semaine quelque part. Au bout d'un mois, ça ferait un capital énorme. Au bout d'un an, eux-mêmes, ils seraient très surpris d'aller voir ce qu'ils ont réalisé. Donc, c'est pour vous donner l'importance du crowdfunding. Si on est dans une société organisée, l'État pourrait s'impliquer. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque, aujourd'hui, où nous avons des grandes écoles qui produisent des ingénieurs, mais qui sortent des grandes écoles et vous les voyez se balader avec des sacs à la recherche d'un emploi, ça veut tout simplement dire qu'on a échoué. Si lorsque une cuvée entre en première année, on sait qu'ils en ont pour 3-4 ans pour sortir. Ok, on leur dit,
on les met ensemble. On dit, bon, vous qui êtes dans le secteur mécanique, par exemple, vous êtes 100 ou vous êtes 200 dans le secteur mécanique, on va ouvrir un compte. Rassurez-vous que chaque jour, vous jetez 200 francs. Vous tous, vous êtes 100. Jetez 200 francs. Ou alors faites tout pour qu'à chaque semaine, que chacun ait jeté 1000 francs et jeté 2000 francs en fonction de leurs revenus, en fonction de leur capacité. S'ils sont 100, par exemple, dans leur domaine, on leur dit, c'est un compte, ne regardez pas ce que ça produit, c'est un compte qui est sous le contrôle, par exemple, du ministère de l'Éducation nationale, ou de l'enseignement supérieur, par exemple, ou alors à la direction de votre école. S'ils sont 100 à jeter chacun 1000 francs, par exemple, toutes les semaines, 1000 francs, toutes les semaines, à la fin de leur cursus, c'est-à-dire quand ils prennent leur diplôme, on ouvre ce compte. Vous allez voir le capital qui y sera. Alors l'État leur dit, bon, comme vous êtes 100 ingénieurs, mécaniciens sortis de l'école, vous êtes bien formés. Je me suis rendu compte qu'au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, vous avez pu thésauriser, par exemple, 100 millions de francs. Voici un projet qui doit coûter, par exemple, 200 ou 300 millions de francs pour je sais pas, pour une usine de ceci, de production de telle pièce mécanique, de telle pièce mécanique, de telle pièce mécanique. Comme vous avez déjà pu mettre 100 millions de côté, moi l'État, je mets 200 millions de francs. Vous allez fédérer vos compétences pour pouvoir faire tourner cette industrie. Vous croyez que ça n'apporterait pas, vous n'allez pas finalement arriver au niveau de Huawei? Parce que quand l'État le fait, s'il décide par exemple de produire seulement 3 pièces mécaniques, que nous importons encore jusqu'aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que nous importons jusqu'au rayon de vélo. Nous importons jusqu'au rayon de vélo. Nous importons jusqu'au cure-dents. Si l'État met en place un tel projet, dit que bon, j'ai mise sur cette cuvée d'ingénieurs qui va sortir dans 4 ans, dans 5 ans. Quand ils sortent, au lieu qu'ils portent des sacs pour se balader dans les rues et chercher du boulot, on leur dit, bon, vous avez thésaurisé 50 millions, 100 millions de francs. L'État va vous accompagner en mettant 200 millions de francs. L'État ne veut plus importer les cure-dents. Vous allez produire les cure-dents. L'État ne veut plus importer les boulons. Vous allez produire de la boulonnerie. L'État ne veut plus importer telle chose. Vous allez le produire. On dit, par exemple, on signe par l'État, puisque l'État est dans son rôle régalien et de régulateur de la société. L'État dit par exemple, bon, je limite l'importation de telle chose parce que désormais, telle entreprise va créer. Si on fait comme ça dans plusieurs secteurs, dans le secteur de l'électricité, dans le secteur mécanique, dans le secteur de construction, par exemple architecturale et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que l'État, in fine, aura réussi à mettre en place des grandes corporations qui fonctionnent avec l'appui des enfants qu'il a lui-même formés, et il ne sera plus là en train de chercher comment occuper les enfants qu'ils ont formés, qui aujourd'hui sombrent dans la déshérence, dans l'oisiveté, avec des diplômes en poche. Donc voilà comment la Chine fait pour arriver au niveau de Huawei. Et c'est parti, c'est la même chose pour des entreprises coréennes comme Hyundai, comme Samsung que vous utilisez aujourd'hui. Et tout le monde se vante d'avoir un téléphone Samsung. C'est sur le même modèle que ça a été bâti. On bâtit comme ça et puis ça devient des gigantesques, des trucs énormes. Donc, il y a autant de choses qu'on peut implémenter chez nous, mais je dis, c'est un problème de vision, c'est un problème, n'est-ce pas, de planification, c'est un problème tout simplement, n'est-ce pas, de chemin directeur, et c'est la chose qui manque le plus chez nous. Monsieur Christopher Omba, qu'est-ce qui empêche les Africains de développer des startups comme Jumia? Pour aller un peu dans le sens d'Edmond, je dirais qu'il y a une vision. Sans m'inscrire en faux de ce qu'il avance, il y a un fond de vision. Mais que dans l'opérationnalisation de cette vision, on est confronté à des blocages qui font que, in fine, on se retrouve avec un potentiel énorme, mais sans champions nationaux. Jumia est l'un de ces champions nationaux qui fait partie de AIG, Africa Internet Group, qui consolide un apport en capital de plusieurs pays, donc la France, partiellement l'Allemagne, je crois bien, ce qui veut dire qu'il y a une implication majeure des gouvernements qui accompagnent ces géants-là. L'aventure Jumia a commencé au Nigeria, mais pourtant, elle a su convaincre à l'international pour devenir le géant qu'elle est aujourd'hui. Ça veut dire que de la même manière, on peut trouver des géants au niveau régional, au niveau national,
que les gouvernements africains doivent prendre leurs responsabilités en consolidant ces géants. Quand vous prenez l'exemple vous en avez un autre en France bien connu, Bolloré. Bolloré ne s'est pas fait seul. Tout seul, non? Une telle armada d'influence, ça ne se fait pas seul. Non. Il faut le concours de toute une diplomatie, de tout un arsenal de politique et d'accompagnement. Puis au sommet de l'État. Voilà, absolument. Il y a un autre exemple qui est tout autant intéressant, Même qui est Google. Ouais. Google aujourd'hui a, et ça pour le plus grand danger du monde, il faut le dire, accès à la data internationale. Mais encore une fois, ça conforte dans sa position de leader des États-Unis qui font tout pour prêter à ce géant tous les moyens et les mobiles qu'il faudra pour maintenir cette position. Pourtant, il n'est pas difficile de créer un Google africain qui répondrait, qui justifierait que l'on protège de la protection, l'enjeu de la protection de la donnée, laquelle est aujourd'hui au cœur de toutes les opportunités. Pour aller dans le même sens que Edmond, je reconnaîtrais qu'il y a une mauvaise appropriation des technologies innovantes dont l'Afrique souffre dans certaines régions. Certaines régions ont fait leur croisière et s'en portent plutôt bien. D'autres, par contre, restent in demand de ces outils qui peuvent à eux seuls permettre d'avoir la transparence qui nous fait défaut, de définir des politiques beaucoup plus précises. Donc, on peut mettre sur pied des géants, mais il faut vraiment une vision et il faut surtout, en ce qui me concerne, que l'on arrête de mettre la technologie dans le placard et que dans nos entités gouvernementales, qu'on arrête de dire « vous êtes jeunes, attendez, on n'utilise pas ces technologies, nous on a trouvé le vieil ordinateur là et vous allez attendre d'abord. » Non, arrêtez. Si vous n'êtes pas compétent, faites-vous former. Arrêtez de freiner le progrès. Pendant que vous ralentissez, d'autres évoluent. Aujourd'hui, on a perdu une grosse marge de manœuvre parce que je vais parler de l'Afrique centrale. Vous avez perdu une grosse marge de manœuvre. Je vais peut-être blesser certaines sensibilités. Vous avez perdu une grosse marge de manœuvre en négligeant les technologies innovantes. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudra une réorganisation systématique. Il faudra une convergence et une appropriation de la gouvernance, de la e-gouvernance. Sinon, il n'y aura jamais une appropriation de la donnée. Et aujourd'hui, c'est tout ce qui a été évoqué par mon cher Edmond, c'est la mauvaise appropriation de la donnée. On a parfois même des très bons plans. On a le DSCE qui était inadapté, donc qui est mort-né. On a aujourd'hui le PDI, dont l'opérationnalisation ne se fait pas ressentir. Pourquoi il ne se fait pas ressentir? C'est très simple. Il n'y a pas un outil qui va permettre aux commis de l'État d'apprécier la performance des politiques de manière journalière. Cet outil n'est pas compliqué à mettre sur pied. Il faut juste transformer chaque cornerstone, chaque pierre angulaire de la vision globale en module et essayer de maîtriser sur des indicateurs qui sont suffisamment cohérents le fonctionnement de notre réalité économique, de sorte que nous puissions impulser des politiques qui sont pour la première fois réalistes et totalement adaptées. À ce niveau-là, on pourra maintenant passer à l'étape suivante, où dans la zone régionale, on aura des entreprises qui vont se différencier par leur excellence. Le gouvernement pourra, de fait, investir ou accompagner des géants nationaux qui pourront valoriser le savoir-faire de telle ou telle nation. Pourquoi est-ce que les Africains ne peuvent pas copier l'exemple de Huawei Technologies? Est-ce qu'on doit toujours tout attendre des pouvoirs publics? Les Africains peuvent copier, mais ces modèles n'ont pas été suffisamment accompagnés parce que les fondations ne sont pas pertinentes. Beaucoup de fois, les ménages reculent lorsqu'il y a ce genre d'initiative. Au Cameroun, par exemple, il y a une belle plateforme qui a commencé, Ngwangsi, qui fait la promotion du crowdfunding, mais force est de constater qu'elle n'a pas vraiment évolué comme elle aurait dû. Il faut aussi aujourd'hui reconnaître que le secteur financier est
nécessite de sérieuses réformes, une restructuration complète. Et fort heureusement d'ailleurs, la transformation digitale arrive à point nommé pour ouvrir cette opportunité. Les Africains peuvent essayer ces approches, mais elles sont relativement récentes et elles ont sur elles des stigmates, des frustrations du passé, ce qui fait que parfois, il n'y a pas la confiance. Pourtant, je peux vous dire aujourd'hui, n'importe qui peut créer son entreprise de crowdfunding, la faire accepter et essayer de valoriser le modèle dans le but de créer des firmes avec une finance alternative restructurée sur des bases réalistes. Autant ça reste faisable, autant ça reste difficile parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de régulation par le passé. Vous avez eu beaucoup de microfinances, par exemple, qui ont fermé et qui sont partis avec parfois les épargnes de plusieurs ménages. Donc, c'est des questions qui sont au cœur même de notre réalité, entourées par des blocages, mais aussi des challenges qu'il faudra relever. Monsieur Edmond, quelle stratégie faudrait-il mettre en branle pour qu'en Afrique, on ne parle plus de politique first, mais d'économie first? Oh, c'est deux notions qui s'interpénètrent et procèdent l'une de l'autre. Vous ne pouvez pas parler politique sans parler économie. Vous ne pouvez pas parler d'économie sans parler de politique. C'est deux notions qui s'interpénètrent, qui procèdent l'une de l'autre. Malheureusement, l'une doit accompagner l'autre. La politique accompagne l'économie. Vous voyez, et ça me permet de rebondir sur la précédente question. Comment est-ce qu'on peut faire pour que on ait aussi des géants en Afrique? Non, mais je dois vous dire une chose. Je vous ai dit, quand vous prenez une nation, la logique d'une nation, l'efficience, l'efficacité, pris individuellement, ne représente rien. C'est une goutte d'eau dans la mer. Ce n'est que collectivement que ça représente quelque chose. Ça veut dire que si vous prenez un Camerounais, une entité, un individu camerounais, quel que soit son génie, il ne représente rien et c'est pour ça qu'il va mourir s'il n'est pas accompagné. Tous les géants que vous voyez dans le monde ont d'abord pour base référentielle leur propre pays. Ça veut dire quoi? Lorsque China Highway Engineering Corporation vient postuler pour un marché au Cameroun, elle vous donne d'abord des références des routes qu'elle a construites chez eux en Chine. Premièrement, lorsqu'ils viennent vous dire, lorsque Tchèque vient vous dire par exemple, je peux construire le port de Kribi. En référence, il vous montre un port qu'il a construit en Chine. Ça veut dire qu'on lui a donné d'abord, l'État chinois lui a donné d'abord les moyens d'installer le socle de son émergence chez lui en Chine. Et ensuite, maintenant, lorsqu'il s'est suffisamment épanoui localement, on lui donne maintenant les possibilités d'aller se chercher à l'extérieur. Parce qu'il a déjà les piliers solides qui lui permettent d'aller à l'extérieur. C'est comme un arbre. Quand on plante un arbre, avant n'est-ce pas, de prolonger ses feuillages, de se ramifier, les racines sont d'abord profondément ancrées. Sinon, il va tomber. S'il commence d'abord par allonger ses branches, il va tomber parce que rien ne le soutient. Mais lorsque vous voyez, n'est-ce pas, un arbre étendre ses ramifications, ses branches, ça veut dire qu'il y a suffisamment au sol de quoi le soutenir. C'est de ça dont il est question. Il y a un autre pays en Afrique qui a également commencé cette politique, c'est le Nigeria. Vous allez voir que Dangote est en train, n'est-ce pas, de s'étendre. Mais n'oubliez jamais que la base de soutien de Dangote, c'est le gouvernement nigérian. Ne l'oubliez pas. C'est pour quand Dangote vient au Cameroun, si vous voulez voir l'individu Dangote, mais vous vous trompez. Il faut savoir que quand il vient se mettre fort devant vous, il parle. Quand il parle à l'État camerounais, quand il négocie avec l'État camerounais avec beaucoup de confiance, c'est parce qu'il sait que derrière lui, en fait, il est l'arbre qui cache la forêt, l'État nigérien. Donc, ne pensez pas que vous allez l'absorber sans absorber d'abord l'État nigérien. Si vous sentez la capacité d'absorber l'État nigérien, alors pensez que vous pouvez absorber Dangote.
Donc, à chaque fois qu'il s'assoit devant vous pour négocier, ne regardez pas l'homme qui est assis devant vous, regardez l'État nigérian. C'est de ça dont il est question. Donc, ce sont ce qu'on appelle des mastodontes, ce qu'on appelle des géants qu'un État fabrique. Et on les appelle des excroissances de l'État. Ça veut dire qu'à travers eux, on voit l'État. L'État leur délègue une partie de sa puissance pour aller le représenter à l'extérieur. C'est ça dont il est question. Et ce ne sont que des États qui ont des ambitions fortes, qui ont des grandes visions, qui arrivent à ce niveau. Il vous a cité le cas de Bolloré. Vous avez vu tout un président. Le président français s'est déplacé pour venir négocier pour Bolloré ici, parce qu'il était, n'est-ce pas, il était un peu en mal avec l'État camerounais, parce il discutait certains projets ici qu'on devait donner aux Chinois. Il a fallu que le président français se déplace. C'est de ça dont il est question. Il n'est pas seul, Bolloré. Vous allez voir que ce soit Boïg Martin, que ce soit toutes ces Areva, ce sont des excroissances de l'État. Et pour le faire, il faut d'abord avoir des racines sur place. Ça veut dire qu'on lui a d'abord donné les conditions d'épanouissement local. Et il s'est suffisamment épanoui localement. Et maintenant, on lui donne les possibilités d'aller chercher à l'extérieur. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que comment les présidents français font les pieds et les mains pour aller négocier des contrats. Chaque fois que vous entendez que Macron se déplace, on vous dit qu'il se déplace avec 450 chefs d'entreprise. C'est pour aller négocier des contrats pour eux. Que ce soit Veolia, que ce soit EDF, que ce soit Alstom, toutes ces entreprises françaises, ils sont supportés par l'État. Ça veut dire que vous avez vu comment l'État français a bataillé pour que Alstom ne meure pas, au point d'aller négocier un TGV qui n'avait pas de raison d'être au Sénégal, tout simplement parce qu'il fallait revitaliser cette entreprise. Donc c'est un peu de ça dont il est question. Et chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, vous allez vous rendre compte que lorsque quelqu'un commence à émerger, on fait tout pour le détruire. C'est ça dont il est question. Mais quel est l'entrepreneur, par exemple, camerounais, qu'on va vous dire qu'il a d'abord excellé, il a réussi à être maître dans son domaine chez nous. On est toujours en train de nous mettre en compétition avec l'extérieur. Lorsque quelqu'un peut faire quelque chose, on fait tout pour lui montrer qu'il ne peut pas, en important une autre entreprise qui va venir se mettre à défi avec lui. C'est ça le problème chez nous. De cette façon, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous n'allons pas nous en sortir tant que nous n'apprenons pas à créer des conditions d'éclosion de leaders chez nous dans certains domaines. C'est-à-dire, on dit par exemple que dans le domaine du bois, on veut créer un leader de transformation du bois au Cameroun. À partir de lui, on va même changer la loi sur l'importation, sur l'exploitation forestière. C'est-à-dire par exemple que parce qu'on a déjà un leader qui, n'est-ce pas, satisfait les besoins, n'est-ce pas, en matière de fourniture, en matière de ceci, de transformation de bois localement, nous allons maintenant lui donner la possibilité d'exporter. Pourquoi? En limitant tout simplement l'exportation des grumes. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'ils vendent. On veut que les gens qui viennent acheter du produit transformé. C'est ça dont il est question. Tant que nous n'allons pas arriver à ce niveau, eh bien, nous allons continuer de végéter dans une espèce d'économie un peu bancale, dans une espèce d'économie extravertie où les manettes sont réellement à l'extérieur et nous ici, nous ne gérons que, n'est-ce pas, le petit. Donc, c'est de ça dont il est question. Il faut qu'on se donne les moyens d'abord d'asseoir une économie et maintenant, comme je vous disais, que l'économie et la politique, c'est deux notions qui s'interpénètrent et procèdent l'une de l'autre. Les politiques ont pour obligation et pour mission de favoriser des bonnes conditions, n'est-ce pas, de développement économique. C'est leur mission. Maintenant, les économies doivent soutenir la politique définie par les économies, par les politiques. C'est ça donc les orientations, n'est-ce pas, politiques définies au sommet de l'État. C'est ça le rôle des économies. C'est pour ça qu'il y a, n'est-ce pas, ce concubinage-là entre l'économie et la politique. Et dans des pays assez développés, on vous dira que si les économistes ne veulent pas, les politiques ne feront rien. Et quand les économies ont choisi leur politique, ils font, n'est-ce pas, la politique qu'ils ont choisie. C'est ça dont il est question. C'est deux notions qui s'imbriquent,
qui s'interpénètrent, qui procèdent l'une de l'autre et ne sont pas détachables. Merci, M. Edmond Kouyaté. Nous allons sortir de ce programme avec votre participation aussi, M. Christopher Omba. Quelle stratégie faudrait-il déclencher pour qu'en Afrique, on ne parle plus d'économie first, qu'on ne parle plus de politique first, mais d'économie first? La stratégie, je reviendrai dessus, elle est de réorganiser l'appareil et le logiciel institutionnel, économique et social à travers l'utilisation des politiques de transformation digitale. Pas le digital à outrance, pas le digital sans sécurité. D'ailleurs, d'aucuns parlent aujourd'hui de figital, c'est-à-dire qu'il faut penser toujours en termes de sécurité physique, une contrepartie aux politiques de transformation digitale. Ça implique quoi? L'éducation doit avoir, pour tout le continent africain, c'est pas pour un seul pays, une infrastructure qui prenne en compte les besoins réels. Le modèle de formation en sera systématiquement impacté. Le modèle LMD classique n'ayant pas fait ses preuves, ayons le courage de le dire, puisqu'on a beaucoup de masters qui chôment, on devrait plutôt se réorienter en mettant sur pied des formations qualifiantes sur des plateformes de sorte que les citoyens y aient accès facilement avec toutes les composantes qui y sont liées. Il y a aujourd'hui par exemple un site web que je vous recommanderais pour voir un peu comment ça se passe qui s'appelle, je ne vais pas leur faire de la publicité, je ne vais pas leur faire de la publicité, je ne vais pas citer ce site web. Il y a des sites web aujourd'hui qui forment à un coût relativement bas dans tous les domaines et je suis souvent stupéfait de constater que les jeunes ne savent même pas qu'ils existent. Au cœur de ces formations, il n'y a pas de master, il n'y a plus toute cette architecture qui est totalement dépassée puisqu'elle n'est pas adaptée à notre réalité locale. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut refaire toute l'éducation, mais autour d'une transformation digitale réaliste qui pénètre les besoins réels de la population. De deux, il faut faire la même chose pour la santé. Le budget de la santé est relativement important, mais derrière la santé, il y a la nécessité d'optimiser la force de travail. Si on n'a pas des travailleurs qui sont suffisamment en santé, l'économie sera toujours un peu moribonde de son potentiel réel. Donc il faut réorganiser la gouvernance, la e-gouvernance autour de la santé. Ça ne souffre plus de rien. Vous ne pouvez plus, on n'a plus le temps de se préparer. Il faut le faire tout de suite et maintenant. Il y a le secteur financier qui doit lui aussi avoir en concours avec les autres secteurs une certaine cohésion, une certaine harmonie et réorganiser systématiquement, mais dans le sens d'un réingénierie, la création de produits d'assurance, la création de produits financiers, la création et l'introduction de certains concepts de crowdfunding sont totalement d'ordre du jour. Quelle que soit la forme, il faut mener des études anthropologiques pour faire que ça marche. Même s'il y a des blocages, il faut que ça marche. À côté de cela, il y a aussi la transparence qui doit être la corruption, qui peut être endiguée de plusieurs manières avec les outils de dernière génération, la surveillance des transactions financières, la surveillance même de tous ces projets à travers, par exemple, la conception d'une application dédiée au gouvernement qui suivent chacune de ces entités pilotes pour que des entités ministérielles pour que l'on puisse faire le monitoring rapide, réactif de tout ce qui est fait en temps et en heure. C'est pas une solution, c'est pas un Deus ex machina, c'est pas une solution qui répond à tout, mais c'est une porte qui permettrait une accélération significative de l'Afrique sur une période de 5 à 10 ans. Si on arrive à restructurer avec la e-gouvernance tous les secteurs prioritaires de l'économie, on aura quelque chose qui s'apparente à du jamais vu. Merci à tous les deux, Monsieur Edmond Kouyaté, d'avoir honoré de votre présence sur le plateau d'Economy First. Pareillement à vous, Monsieur Christopher Omba. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour toute votre attention particulière. Donnons-nous rendez-vous à mardi de la semaine prochaine pour une nouvelle production d'Economy First. Merci.